Merci Nicolas. Bonjour à tous et toutes. Je vous remercie pour me donner encore un petit peu de temps avant d'aller manger. Je sais que c'est très important, donc je vais faire aussi vite que possible. J'ai déjà présenté, donc docteur David Masson, je suis psychiatre en France à Nancy, responsable d'un centre de réhabilitation qui s'appelle Cure Grand Est. Et pour ceux qui me connaissent un petit peu, je m'intéresse plus particulièrement à la suite de la communication et comment traiter la santé mentale dans l'espace public et notamment sur les réseaux sociaux. Et ça sera une partie de mon intervention aujourd'hui. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir présenter cette action autour de justement quelles sont les actions de déstigmatisation à prioriser en fonction de l'ensemble de ces éléments. Si on prend la santé, la question de la santé mentale, comment elle est traitée aujourd'hui? Alors, je sais pas c'est comment c'est, au Québec, mais en tout cas en France, on parle beaucoup plus de santé mentale maintenant, qu'il y a encore 5 ans. On n'en a jamais autant entendu parler, que ce soit dans les médias ou dans la littérature. On a d'ailleurs 2 gros succès en 2025 en France, qui sont «Intérieur Nuit», de Nicolas Demorand, qui fait son coming out sur sa bipolarité, ou le livre aussi «Mon vrai nom à Élisabeth», je sais pas si vous l'avez lu peut-être, d'Adèle Dian, qui est le parcours, un parcours autour d'une enquête sur son arrière-grand-mère qui aurait souffert de schizophrénie dans les années 50 avec des hospitalisations en France. On a également beaucoup de témoignages de personnalités, notamment, par exemple, l'année dernière, la chanteuse Voix qui a révélé son TDAH. Et puis au niveau des réseaux sociaux, donc on en parle aussi de plus en plus. Donc, essayez par exemple de taper hashtag santé mentale sur Instagram. On retrouve à peu près 558 000 publications est pas mal. Alors, pour comparer, pour s'en rendre compte, j'ai tapé hashtag chat, ça donne 18 millions. On n'est pas encore au stade des chatons, mais c'est peut-être pas si négligeable que ça. Donc, c'est au point où c'est devenu d'ailleurs en France la grande cause nationale 2025. On pourrait vous dire, bah, finalement, tout va bien, les choses évoluent dans le bon sens et c'est sympa. Ça serait bien, mais c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Et si on prend le mai déjà, effectivement, on parle beaucoup de santé mentale, mais qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on appelle santé mentale? Et rien que ça, beaucoup de gens l'utilisent, beaucoup de politiques l'utilisent, mais en fait, peu de gens définissent en fait ce qu'ils mettent derrière. Le champ est extrêmement large, hétéroclite, les définitions sont floues, les limites sont imprécises, avec une dérive conceptuelle absolument impressionnante. Parler santé mentale aujourd'hui, c'est un peu comme parler d'écologie. Ça peut être tout n'importe quoi. Ça peut être du bien-être, développement personnel. Ça peut être aussi élever les murs de l'hôpital lorsqu'il y a des faits divers dramatiques. Et ça peut être aussi le croisement des fichiers S avec les hospitalisations sans consentement en France, qui s'appelle le Oxy Web. Je ne sais pas si vous avez ça au Canada. Donc, avec le principe, le ministère de l'Intérieur en 2021 a fait décréter, bah, quand beaucoup de personnes radicalisées en désobéissance, on va croiser les données. Et donc, c'est un impact absolument catastrophique. D'ailleurs, c'est un levier rhétorique important, levier politique aussi important, hein, qui peut rapidement aller dans des extrêmes, hein, l'extrême récent. Bah, l'Iran, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, a annoncé en novembre 2024 l'ouverture de cliniques de santé mentale. Et le pourquoi? Pour pouvoir traiter les femmes qui refusent de porter le hijab. Donc, une manière de faire entrer les voix dissidentes dans le rang. C'est pas nouveau, mais la psychiatrie peut être utilisée effectivement dans ce cadre-là. Au niveau des médias aussi, on connaît très bien le levier très, très fort de la compassion ou de la peur, qui font beaucoup vendre. Et puis l'aspect aussi marketing, qu'on va beaucoup trouver notamment sur les réseaux sociaux. La vente de tests, de produits alimentaires, de compléments alimentaires divers, etc. Ce qu'on observe aussi dans l'espace public aussi, une confusion très claire entre santé mentale, entre troubles psychiques, détresse psychologique, troubles psychiques, psychiatrie, etc., qui rend l'ensemble extrêmement complexe, et puis aussi des résistances aussi extrêmement fortes, notamment au niveau du jugement, puisque, on le voit, en tout cas en France, tous les troubles n'ont pas le même niveau d'acceptabilité sociale. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté, par exemple, d'avoir un TDAH que encore d'avoir une schizophrénie. Et c'est clairement un diagnostic posé, certains en sont refusés parce qu'il y a une difficulté, ne serait-ce que d'acceptation de celui-ci. On trouve également d'aspect de tabou social et malheureusement de perte de chance. Pour aborder les aspects de communication, il faut aussi avoir les éléments globaux qui concernent de manière générale la manière dont on communique. Luc Vigneault a parlé tout à l'heure d'effet Manon, je dis mince, c'était déjà abordé ce matin. Je le répète quand même parce que c'est bien aussi de répéter les messages pour les rentrer. Donc, l'effet Manon, modèle de la prophétie autoréalisatrice présentée ce matin. Donc, théorie de l'identité sociale qui permet de différencier le E de nous, l'endogroupe de l'exogroupe. Caractéristique qu'on fait tous, en fait, on a tendance à renforcer les qualités
reconnu de l'endogroupe, on est fort, bon, on fait les choses bien. Et par contre, il y a une tendance à l'exagération des caractéristiques, notamment négatives de l'exogroupe. Et si on considère les malades, c'est les autres, bah, les malades sont plus imprévisibles, ils sont plus dangereux, etc. Et de ce fait-là, vous avez un entretien des stéréotypes par différents biais, notamment, bah, je vous en ai mis quelques-uns, là, quelques-uns. Le biais de disponibilité cognitive, là, c'est le fait que ça va être compliqué de faire du travail sur la stigmatisation au moment d'un fait divers grave, puisqu'à ce moment-là, l'état émotionnel va être plutôt dans la colère. Et si vous faites une action à ce moment-là de oui, mais les patients atteints de schizophrénie sont moins dangereux que la population, c'est juste inentendable lorsqu'il y a un fait divers dramatique, par exemple, ce qui implique à choisir le moment où on passe les messages. Un élément aussi important, ce qu'on appelle le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, c'est la première impression qu'on a d'une chose. Et donc, cette première impression va en fait moduler la manière dont on le voit. Et malheureusement, lorsqu'on parle de santé mentale, clairement, pour la majorité des gens, la première fois qu'ils ont entendu parler, c'est de manière négative. Donc, un des aspects souvent de déstigmatisation, ça va être de détricoter tout ça. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui est à prendre en compte. Et sans compter également le biais de répétitivité, parce qu'en France, par exemple, on a qu'à peu près 4 ou 5 faits divers dramatiques par an, et ben à chaque fois, ça remet des pieds dans la machine. Et hop, ça revient, ça revient, ça revient, et qui rentre dans un aspect de familiarité des éléments comme ça de dangerosité. Important aussi la question de la place du langage, on en a beaucoup parlé ce matin, notamment le risque de l'essentialisation en psychiatrie, puis un malade mental avec ce risque toujours du réductionnisme à la maladie. La question aussi des poids des mots, les mots qu'on utilise, ils sont chargés dans la représentation populaire. La schizophrénie, on va pas revenir dessus, on en a beaucoup parlé, mais aussi tout ce qui est état de crise, décompensation également, sont aussi des mots qui sont pas neutres. L'usage grammatical aussi, on parle de tomber en dépression, donc un aspect aussi de quelque chose qui va être quelque chose de subi. Pareil, les termes d'action, on va parler par exemple de lutte contre la stigmatisation qui est plutôt un langage guerrier. Ça pourrait être aussi un aspect constructif d'agir pour l'acceptation. C'est la même chose, mais sous un angle présenté différent. Le détournement du langage médical, on le connaît bien avec notamment la psychiatrisation de l'adversaire, très utilisée par les politiques français, je ne sais pas si c'est ça au Canada, en tout cas de pouvoir nuire à l'adversaire. Les risques de banalisation de des troubles, le risque de pathologisation du quotidien, et notamment sur l'aspect de euh, est-ce que souffrir est une maladie? Est-ce que souffrir est normal? Est-ce que souffrir est légitime? Ça, c'est de belles questions qu'on a aussi. Et un des points aussi, je trouve, important dans le débat actuel, c'est qui définit ce que c'est la santé mentale. Jusque-là, c'était beaucoup les professionnels. Ben, quelle est la place des usagers, des concernés, des politiques, etc. Qui va définir la manière dont on va utiliser tout ça? Autre point aussi, grande confusion des ressources. Si on prend les réseaux sociaux, par exemple TikTok, on sait que 95% des publications autour du TDAH sont fausses. Fort de là, on demande des professionnels pour pouvoir s'y repérer, mais lorsqu'on n'est pas dans le milieu, c'est très, très difficile pour les personnes concernées de trouver aussi, ou les familles, une information fiable qui peut être complètement noyée dans un ensemble de mauvaises informations. On retrouve ça aussi en librairie, hein, il y a une pétition en France, il y a quelques mois où, en fait, les manuels de magie, côtoyaient le développement personnel, côtoyaient de la psychologie avec un joli mélange, avec une difficulté de pouvoir aussi différencier tout ça et aussi avec une acceptation des pseudo-pratiques qui sont encore extrêmement présentes. Quelques exemples de campagnes désastreuses françaises, je pense que vous allez les mêmes. Par exemple, celle-là, je trouve terrible. Elle a été faite en 2023. Et donc, l'idée, c'était la lutte contre les violences faites aux soignants. Évidemment, c'est complètement louable, mais vous noterez le jeu de mots absolument catastrophique. Il faut être malade pour s'en prendre à un professionnel de santé, jouant directement sur l'amalgame entre dangerosité et maladie mentale. Cette affiche-là, on la retrouve encore dans des cabinets médicaux aujourd'hui en France. Autre exemple que je trouve pas bon aussi, c'est cette campagne qui a été faite en France par l'ANSM, l'Agence nationale de santé et du médicament, qui part d'une bonne intention. Les hypnotiques et les benzodiazépines, on les utilise trop. Résultat, ça donne une campagne, les médicaments contre l'insomnie, c'est pour quelques nuits, la lecture, c'est autant qu'on veut. Problématique, je trouve, cette campagne destinée grand public,
Mais c'est qui prescrit? 5 minutes déjà. OK. C'est les prescripteurs. Et donc là, on sont complètement de cible en responsabilisant l'usager qui n'est pas responsable de la prescription qu'il a. Là aussi, une campagne très récente autour du cannabis où on voit un couple, par exemple, qui vont discuter, la femme qui va proposer un joint, la femme qui dit à son compagnon, ah bah avec de la chambre, bah, tu vas faire une crise d'angoisse, tu vas faire ta première crise de schizophrénie et tu vas devenir parano et je vais te quitter. Et donc, ça finit sur le cannabis nuit gravement à votre santé mentale. Ah, sur le principe, c'est pas faux, mais ce qu'on note dedans, c'est la généralisation totale qui fait quand même, il ne faut pas oublier que l'exposition au cannabis n'entraîne pas forcément tout ça. Et résultat, le message passe complètement à côté de sa cible et surtout en termes de confiance sur les messages de santé publique. Quel impact pour les campagnes grand public? Important aussi, il y a des études qui ont été faites autour notamment de la campagne Time to Change qui a été réalisée au Royaume-Uni pendant plus d'une décennie. Malheureusement, les résultats sont plutôt décevants puisque en fait, l'analyser l'attitude, les connaissances et la disposition à interagir avec la un trouble psychique, malheureusement, la seule chose qui a été améliorée, c'est la disposition à interagir, notamment avec les personnes atteintes de schizophrénie. Et sur les taux d'attitude et de connaissance, 2 ans après la fin du programme, on revient à des niveaux antérieurs avant le programme. La question, c'est la littérature en santé mentale. On parlait tout à l'heure de l'augmentation des connaissances. Ouais, mais si c'est fait juste en one shot, sans reprise derrière, sans ressources et sans orientation, résultat, on augmente la connaissance, mais la réduction de la stigmatisation obtenue, elle diminue avec le temps, et il n'y a pas forcément de modification de comportement et chercher de l'aide. Donc, quand ça fait réfléchir aussi sur la manière de les construire. Alors, on va dire, est-ce que c'est sans espoir? Heureusement que non. Ah ben, c'est vite là-dessus. Quelque chose qui a vraiment fait ses preuves sur la question du storytelling, notamment de l'exemple des bibliothèques vivantes, l'adhésion, l'acceptation, la mémorisation est plus robuste si le texte est bien écrit, incarné, authentique, avec attention focalisée, un engagement émotionnel de la personne recevant le témoignage et une projection dans l'univers narratif, pouvoir se mettre à la place d'eux. C'est une modalité de communication ultra efficace que les publicitaires utilisent depuis très longtemps. Il y a des raisons. C'est un très très bon moyen de pouvoir lutter. Vigilance par rapport au témoignage. Attention quand même à l'aspect de trop centrer sur un axe biomédical avec le risque de déterminisme derrière. Là, je reprends une citation d'Adèle Young dans son livre sur mon vrai nom, Elisabeth. On retrouve tout au long du livre, je cite, la peur que soit logé en moi le gène baladeur responsable de tant de maux. On peut être la question, effectivement, d'un rapport uniquement biologique qui peut se retrouver stigmatisant. Attention aussi à l'angle moral ou héroïque. Alors, les récits inspirants est très bien, mais ce n'est pas la réalité de l'ensemble des personnes accompagnées qui peuvent se sentir exclues par le biais de confirmation des récits inspirants. Le témoignage de célébrité est un axe extrêmement puissant, avec quand même attention à la superficialité et la spectacularisation. Je pense notamment à Kanye West et ses déboires. Le dernier, c'était l'année dernière sur la difficulté de l'autiste qui pouvait être en lien avec le fait qu'il ait eu des propos néo-nazis. Donc, des choses qui peuvent décrédibiliser. De nombreuses pistes à travailler qui peuvent être utiles. L'approche communautaire ciblée adaptée à chaque public. Attention, généralisation multiple. La co-construction des campagnes avec personnes et professionnels concernés. Ça évite le être malade. Enfin, il faut être malade pour frapper un professionnel. L'acceptabilité des solutions proposées. Et quelque chose qui me semble vraiment fondamental, c'est que nous, en tant que professionnels, on incarne aussi le problème de santé mentale qui doit devenir fréquentable auprès du public, et notamment un levier très fort, je pense, de lutte contre la stigmatisation, c'est faciliter l'accès aux soins psychiatriques orientés à l'établissement. Clairement, c'est bien de pouvoir communiquer dessus, mais il faut pouvoir que les gens derrière nous disent vraiment, OK, mais à qui je m'adresse? Et ça, généralement, c'est encore un point où le bas blesse. Que prioriser? Parler santé mentale, c'est bien. Parler bien santé mentale, c'est mieux. Une bonne punchline n'a aucun effet. Il faut faire mal et sans but est pire que rien faire. Mieux cibler les concepts, l'action, mais aussi l'énergie et l'argent, parce que des campagnes, c'est extrêmement coûteux. Gagner la confiance du public et la garder, c'est pas simple. Être lisible, respectueux des droits des usagers accessibles en psychiatrie.
Et c'est ça, ça vous concerne absolument tous, concernés, professionnels et société. Et je vais finir sur cet exemple-là. J'ai eu la chance de faire une expérience de grandeur publique, pas plus tard que la semaine dernière. Donc, j'étais invité à un salon du littéraire. Et donc, vous voyez le monde qu'il y avait. Il y a 135 000 personnes qui passaient par là. Et donc, à l'occasion de la sortie de mon livre, donc, placé dans une allée principale, j'ai pu voir donc les visiteurs pouvaient s'approcher de ma table et voir leurs réactions. Certains s'engageaient dans la conversation avec plus ou moins de curiosité. D'autres détournaient volontairement le regard. Et j'ai vu beaucoup sur ces 3 jours de présence, des expressions sans équivoque de dégoût, lorsqu'ils voyaient les de santé mentale, juste devant. Alors sur le coup, on peut dire que ça peut être un peu déstabilisant. Mais en fait, je trouvais que cette expérience sociologique et naturaliste grandeur nature était au contraire extrêmement intéressante, parce que du fait de ce contact-là, au-delà du cercle dans lequel on évolue, sur lequel on est plutôt à bien accepter, bah, c'est la preuve que la question de la santé mentale, elle continue d'intriguer et qu'aller au contact du public et la rencontre est, je pense, la clé. Et plutôt que ce soit quelque chose qui soit démolarisant, je trouve que c'est quelque chose, au contraire, qui donne de l'énergie et donne un cadre pour un. Je vous remercie de votre attention.